Euh, et en fait, Ostobox, ça vient de moi, mon histoire personnelle. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand j'ai eu mon accident, parce que là, ça se voit pas à la caméra, mais je suis en fauteuil roulant. Et en fait, j'ai des proches qui sont venus me voir à l'hôpital et qui sont venus avec des petites boîtes cadeaux dans lesquelles elles mettaient diverses choses pour me divertir à l'hôpital. Et chaque mois, il y avait des jeux, des défis, des produits de soins, etc., des livres et tout à l'intérieur. Et l'idée, c'était si je réussis pas à mon défi du mois, j'ai pas la boîte suivante. Donc c'était voilà, c'était quelque chose d'assez sympa et assez ludique. À la base, je travaille en pâtisserie. Donc, compliqué de reprendre le métier de pâtissière quand on est en fauteuil. Et donc, je me suis dit finalement, pourquoi pas réussir à me lancer moi aussi dans l'entrepreneuriat et on verra ce que ça donne. Donc, j'ai suivi plusieurs parcours comme Ticket for Change, peut-être que certains connaissent, comme justement la Shop Academy, le parcours des audacieuses avec la ruche à Paris. Mais malgré tout ça, j'avais quand même un peu ce truc de me dire, mais j'y connais rien, t'as beau faire plein de programmes, c'est génial, mais c'est pas du tout ton métier, tu sais pas du tout dans quoi tu te lances, t'as jamais fait ça, t'as pas fait d'école de commerce. Donc j'avais quand même ce petit sentiment de syndrome d'imposteur qui était au-dessus de ma tête. Et puis tout le monde, quand je parlais de nos Stobox, tout le monde me disait, mais c'est génial, mais c'est génial. Moi, je me disais, bah oui, c'est génial, mais en fait, moi, ça me plaît, mais est-ce que ça va plaire aussi à plein de gens, etc. Et donc, au final, à travers les différents programmes que j'ai faits, il y en a certains qui ont réussi quand même à me rassurer. Il y a certaines personnes qui ont réussi à me mettre en contact avec d'autres de façon à pouvoir déjà expérimenter Ostobox avec des associations. Ce qui faisait quand même un premier test assez chouette, étant donné que euh, on pouvait co-construire ensemble les boîtes. Et du coup, au final, c'était des besoins qui répondaient bien à ce que pouvaient attendre les personnes qui étaient hospitalisées et que les associations allaient voir. Donc, vraiment, de pouvoir faire ce test, ça a été aussi quand même assez réconfortant de se dire, bah, en fait, le site, il n'est pas encore lancé, mais il y a quand même des personnes qui veulent voir et qui veulent tester la solution, etc. Donc déjà, de pouvoir tester, ça a été quelque chose de très cool pour moi, en tout cas, tester la solution. Et effectivement, comme disait Clémentine tout à l'heure, sur LinkedIn, je raconte aussi ce que j'appelle des handistoires. Les handistoires sont des histoires, en gros, un peu de ma vie, des galères que je peux rencontrer au quotidien ou des trucs que je trouve cool liés au handicap quand les lieux sont bien accessibles, etc. Et souvent, en fait, qui font passer un message de sensibilisation et de montrer au plus grand nombre que rendre le monde plus accessible, c'est aussi OK. Et en fait, grâce à ça aussi, ça me permet de construire une communauté assez forte sur LinkedIn, parce que maintenant, il y a quasiment 8000 personnes qui me suivent sur ce réseau-là. Et en fait, ça me permet aussi, du coup, de parler d'Ostobox via tous ces posts que je peux faire. J'essaye de faire des rapprochements avec Ostobox. Et ce qui me permettra, d'ici soit la fin de la semaine, soit la semaine prochaine, quand je vais lancer Ostobox, d'avoir déjà une communauté en fait qui me suit, qui adhère à mon projet, à ce que je fais, et du coup qui sera là pour le lancement d'Ostobox et qui sera aussi un soutien. Je pense qu'il est quand même assez important quand on lance une boîte de pas juste se dire bon bah super, il y a 3 personnes qui l'ont vu, c'est cool, mais c'est ma mère, ma soeur et ma grand-mère, quoi. Donc voilà, essayer d'avoir un peu plus de soutien de ce côté-là, et que je trouve aussi important dans tout ce qui peut être un peu légitimité, etc. Où moi, je trouve c'est vraiment un gros point sur lequel j'ai beaucoup de mal quand même à avancer. Parce que je me dis, moi, c'est cool ce que je fais, mais est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va plaire à d'autres, etc. Donc, voilà un petit peu mon partage. Je ne sais pas s'il y a des points plus spécifiques que vous voulez plus aborder, s'il y a des questions, etc. Des questions? En tout cas, merci à toi, Caroline. Euh, voilà, ma question à moi, c'est
quels sont, en tant que conteuse d'histoire, comment, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est ton ces petites histoires et comment ça t'est venu, à l'idée? Comment c'est né? Comment c'est né? C'est une très bonne question. C'est né complètement par hasard. En fait, j'avais envie de faire de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas forcément envie de passer, par, Instagram, par, TikTok et cetera, parce que déjà je suis pas sur TikTok. Mais parce que sur Instagram, je trouve qu'il y a une création, de vidéos qui est très importante à réaliser. Parce que maintenant, juste les photos, au final, ça suffit pas, ça a plus assez d'impact. Et pour pouvoir le faire, ça veut dire qu'il faut quand même avoir quelqu'un qui te filme, et cetera. Je trouve que c'était une très grosse organisation. Je suis, sur Instagram, comme beaucoup, mais je le fais vraiment, plus effectivement par photo et pour, garder un peu en trace et tu vois, par exemple, à chaque fois que je vais à un endroit, quand je fais une expo, quand je vais dans une ville, je finis par faire à la fin effectivement, soit une petite vidéo quand je pars avec des gens, mais sinon, je prends beaucoup de photos et je note un peu l'accessibilité et souvent ça donne en plus envie à des personnes qui me suivent de venir faire la même chose que ce que j'ai pu faire. Donc ça, c'est très cool de pouvoir se dire: «OK, bah, j'ai quand même un impact» et les gens vont à des endroits où je suis allée parce que c'est accessible et du coup sortent de chez eux et du coup sont visibles et du coup, il y a de plus en plus de choses qui peuvent être faites pour les personnes en situation de handicap parce qu'on est visible. Et du coup, la solution de LinkedIn me paraissait beaucoup plus simple, parce que c'est un écrit et du coup, il y a pas besoin de trouver 20 000 personnes pour faire des vidéos, le montage, le machin et cetera. Hem et en fait, c'est venu vraiment complètement par hasard. J'avais entendu que, LinkedIn, c'était un réseau qui était complètement sous-exploité, pour, les entreprises, pour, enfin, et beaucoup de personnes font du personal branding finalement maintenant sur ce réseau. C'est plus juste, bah, en fait, voilà, je cherche, un développeur, je cherche un RH, pour ma boîte et cetera. Vraiment, c'est plus un réseau qui est inspirationnel et donc je me suis dit: «Bon, bah, finalement, pourquoi pas essayer moi de faire aussi, quelque chose sur ce réseau? Je savais absolument pas, j'ai partagé deux trois fois, voilà, je suis allée à tel et tel événement. Bon, je sentais qu'il y avait un peu d'attrait pour ce qui se passait, mais que c'était pas non plus, enfin, voilà, c'était des posts à 40 impressions, enfin 40 likes et peut-être, 20 000 peut-être non, peut-être pas, 3 000 impressions quoi, quelque chose comme ça. Mais c'était pas non plus, incroyable, quoi. Et puis, il est arrivé, le mois de mai où en fait, bah, moi j'ai eu mon accident au mois de mai, le 12 mai, et en fait je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire un post pour mes 5 ans d'accident» et en fait c'est un post qui a vraiment cartonné. Il y a eu, plus de je sais plus combien, 300 000, personnes qui ont vu ce post, plus de 5 000 personnes qui ont réagi et cetera, donc c'est quand même assez énorme. Et en fait, à la base, moi, je suis pas particulièrement quelqu'un qui aime écrire, qui a des jolies tournures de phrases et cetera. Enfin, voilà, du coup, je me suis dit: «Bon, bah, ouais, on va voir, c'est un peu qui tout double». Je l'ai écrit et en fait, je pense que ce côté très, qui écrit comme quelqu'un qui parle, très oral, du coup et ben, en fait, ça a beaucoup plu, parce qu'il y avait pas de, je cherche à bien formuler mes phrases, je cherche à faire ceci, cela. Il y a évidemment quelques codes à respecter sur LinkedIn pour qu'un post fonctionne, mais voilà, ça me paraissait, je me suis dit: «Oh là là, mais jamais de la vie LinkedIn, ça va être pour moi» et au final, bah, ça commence à monter doucement donc c'est cool. Il y a quelques posts, qui font pas mal le buzz, donc c'est aussi chouette et je crois qu'à l'heure actuelle, il y a depuis que j'ai commencé à poster, il y a quasiment, je sais pas, 2,5 millions de personnes, qui ont vu mes posts et en vrai, c'est trop cool. Alors après, je poste vraiment comme j'en ai envie. Si j'ai rien à dire et ben, en fait, je dis rien et je préfère rien dire plutôt que de dire un truc qui bah, oui, parce qu'en fait, il faut plaire à l'algorithme, alors il faut écrire quelque chose. Mais souvent soit je dénonce une situation, soit j'essaie de faire passer un message. Heu, voilà, soit je dis au contraire que les choses sont bien parce qu'il faut aussi le dire quand les choses sont bien. Hem, mais voilà, souvent avec quand même une touche d'humour et les choses passent, quoi. Super, on a une question d'Anthony. Anthony, je te laisse la Bonjour. parole. Bon. C'est dommage parce que j'ai pas tout suivi. Merci pour le retour d'expérience.
C'est super intéressant parce que du coup, moi, dans le cadre de ma création d'entreprise, en ce moment, je travaille avec Rami, qui est une personne qui a fait un AVC à l'âge de 20 ans et qui a perdu un peu l'usage de la parole et l'usage d'un bras. Et du coup, on fait des produits en impression 3D. Et donc, l'objectif, c'est de partager en fait notre boutique en ligne aux patients qui sont hospitalisés dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de rééducation. Et en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un lien entre ce que vous faites et ce que nous on fait, dans le sens où j'imagine que tu dois prospecter les hôpitaux. Comment tu fais? Parce que moi, j'ai pas mal de barrières avec les hôpitaux parce qu'ils passent pas des centrales d'achat. Donc, c'est des personnes qui sont en charge de faire les achats à l'extérieur de l'hôpital. Et du coup, j'ai pas tout suivi. C'est dommage parce que du coup, tu as dû en parler, comment tu as fait ta promotion, etc. Je voulais savoir, en fait, est-ce que tu prospectes les hôpitaux et comment tu fais? Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Nous, on vend des produits ergonomiques. C'est des produits, en fait, pour les personnes qui ont perdu l'usage d'un bras ou d'une main. Ok. En fait, c'est des petits gadgets, enfin, c'est des petits produits, c'est des parapluies, des cannes, des portes, des, les minces, des capsuleurs. C'est vraiment des petits produits qui coûtent entre 20 et 50 euros, quoi. Ok. Et en fait, ça marche un peu comme une boutique en ligne, c'est-à-dire que bah, nous, on voudrait que le patient passe par le site internet et qu'il commande s'il a envie de commander. Et on peut aussi envoyer un échantillon pour rassurer un peu le patient ou le responsable ergo. Et là, je suis au début de la mission et la prospection est pas facile. Par contre, j'ai pas eu d'objection, mais souvent, ils demandent des rendez-vous physiques qui sont un peu old school. Et nous, on fonctionne, on fait tout en ligne en fait, et on peut pas se permettre d'aller partout en France démarcher. Ce serait un coût d'avoir une voiture, etc. Payer l'essence, etc. C'est pas trop dans l'ADN pour l'instant de One and Design. Mais moi, j'ai été embauché en tant que commercial parce que Rami, lui, il a perdu l'usage un peu de la parole, donc il a du mal à s'exprimer. C'est impossible pour lui d'être commercial. Et parce que les gens ont des a priori très vite, donc même dans les hôpitaux, hein. Voilà. Donc moi, je démarche les hôpitaux et c'est pas facile. Ok. Non, je comprends. Parce qu'en fait, j'envoie des mails avec des liens hypertextes et en fait, ils sont pas lus. Ou alors, vu que c'est sécurisé leur process, bah, ils ont pas accès en fait à notre boutique en ligne et ils font pas l'effort en rentrant chez eux d'aller regarder One and Design. Ok. Très clair. Bah, déjà, très cool en tout cas comme boîte, c'est très bien. Moi, alors pour le moment, là, ce que je fais, c'est que je vais mettre des affiches dans les hôpitaux. Donc en fait, je vais pas vraiment démarcher les hôpitaux dans le sens où moi, j'ai rien. C'est pas l'hôpital qui m'achète une boîte. En fait, moi, ce sera vous, enfin le commun des mortels, on va dire, qui est vraiment du B2C, qui achète les boîtes. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre des affiches donc, dans les hôpitaux pour dire, voilà, vous venez voir une personne qui est hospitalisée, pensez à Hostobox pour la prochaine fois, par exemple, que vous viendrez la voir. Là où c'est très dur, c'est de réussir à catcher un peu l'attention des gens avant l'hôpital pour leur dire, si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, pensez à Hostobox et lors de votre prochaine visite ou lors de votre première visite, venez avec une Hostobox. Ça, c'est un peu la partie compliquée. Après, du coup, moi, ce que je te conseille, je ne sais pas comment vous faites votre communication, votre pub, etc. Mais euh, Bah, ce ouais, serait en fait justement de prendre contact avec les ergots directement et pas avec les hôpitaux. bah, Parce que c'est ce que je fais. En fait, j'appelle les hôpitaux et après, je demande l'ergo, le responsable l'ergothérapeute, l'ergothérapie. Après, Rami, il est passé sur France 3, France 2, M6. Ça commence aujourd'hui. Enfin, il est partout dans les médias, hein. Si vous voulez, Mais si tu veux, Anthony, on va prendre la remarque de Séverine qui a levé la main. Et il ensuite, n'y a on pas va de souci. passer à notre deuxième intervenant, Didier Roche, qui vient de se connecter. On va laisser parler Séverine pour qu'elle puisse poser sa question. Et ensuite, j'introduirai Didier. Séverine, tu as levé la main. Est-ce que tu voulais poser une question à Oui, Anthony? oui, c'est pas Caroline, c'était Anthony, c'est lui dire que
toucher les hôpitaux, je suis une ancienne infirmière, c'est très Ah, difficile de nickel. rentrer. Oui, oui, c'est très, très difficile. Ah, c'est C'est difficile. effectivement, c'est du contact en fait. C'est toucher effectivement les ergots, les infirmières coordinatrices, les IPA, les gens, voilà, dans des temps donnés. Mais c'est très, très, très compliqué de rentrer en milieu hospitalier, toucher les bonnes personnes, quoi. Voilà. C'est un travail d'effort, de voir les gens. Enfin, je sais que tu peux pas aller voir tout le monde, mais c'est cibler une ou deux personnes et après c'est le bouche à oreille qui se fera, quoi, voilà. Mais ta difficulté est normale en fait, elle est pas à côté de la plaque, quoi, voilà, quoi. C'est ce que je voulais te dire. Rencontrer un ergo sur un premier hôpital et puis après du bouche à oreille, enfin, c'est cibler une personne physique et après le déroulé pourra peut-être se faire, quoi, voilà. Mais sur des liens comme ça, purement purement envoi de mails, envoi de trucs, enfin, ils sont débordés, tu pas connu, c'est vraiment un travail de longue haleine. Faut pas laisser tomber, mais Je savais. faut y Ce aller. que j'avais mis Voilà. dans les tips, j'avais mis faire preuve de ténacité et de persévérance. Oui, C'est ouais, pour ça que je pense que ouais, maintenant, c'est il y a aussi beaucoup de médecins, etc., d'infirmières, d'ergo et tout, qui sont sur LinkedIn. Enfin, moi, je te parle de LinkedIn en particulier. Euh, Oui, Tu j'ai peux vu. facilement trouver dans la barre de recherche, tu tapes médecin MPR, tu tapes ergo, etc. Et tu peux rentrer directement en contact avec eux. C'est beaucoup plus simple que de passer par la grosse machine des hôpitaux. Et rentre en contact avec moi sur LinkedIn. J'essaierai de te mettre en relation avec les ergos. Ouais, trop cool. Trop bien. et et ils viennent d'avoir ce qu'on appelle les IPA, les infirmières en pratique avancée, qui vont être ou dans les hôpitaux ou en ville. C'est elles qui vont faire tout le travail. En fait, les médecins ne sont pas dispo, c'est pas leur truc à la base, quoi. Donc, D'accord. ils cherchent dans les régions de taper. Il y a l'Union nationale des infirmières en pratique avancée. Donc, savoir Union des infirmières en pratique en avancée. pratique C'est quoi? avancée, voilà. D'accord, ok. Et Je c'est vais pas elles monopoliser vont le prendre en dialogue. charge, elles vont prendre en charge les patients et à l'hôpital et en ville, en fait, et elles sont dans la globalité. Donc, elles seront preneuses de ce genre d'outils, quoi. Voilà, quoi. Bon, merci beaucoup Génial, merci beaucoup, franchement. pour le partage d'outils, partage de bonnes pratiques, partage de bons conseils. Merci à toi, Caroline. Bah, C'était un avec plaisir de t'avoir avec nous sur ce thème. On a dévié sur les aspects beaucoup plus pragmatiques, mais c'est voilà, utile dans tous les cas. Je te souhaite une très bonne journée. j'ai Caroline? à Non, comment ça raconter. s'appelle? Je vous je t'enverrai le lien du webinaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Anthony? Non, non, mais je vais rajouter Caroline sur LinkedIn. Super, merci Et je beaucoup vais Caroline. raconter. N'hésite pas à rester avec nous pour l'intervention de Didier. Bonjour Didier, qui nous a Bonjour, rejoint. est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Alors par contre, on va tourner notre tête parce que si tu peux rotationner ton écran parce qu'on te voit en vertical. Voilà, nickel, c'est C'est super, mieux comme ça? beaucoup mieux. Voilà, je vous invite à, à- à afficher l'intervenant en haut à droite avec le mode intervenant. Donc Didier, je te remercie infiniment de ta présence avec nous sur ce thème de la confiance en soi et de la légitimité pour entreprendre. On a pu échanger un peu en amont là-dessus. Et ce que je voulais je voulais t'introduire, toi Didier, car pour les personnes qui ne te connaissent pas très bien, voilà, rappeler tes différentes distinctions. Tu es créateur des célèbres spas dans le noir et restaurants dans le noir. Également créateur de Blind and Design, l'inclusion, Ethic Connection et entre autres, hein, cofondateur de HUP Entrepreneur. Voilà. Donc, je vous laisserai les uns les autres consulter la page LinkedIn de Didier Roche ou son site internet pour découvrir vraiment toutes les aventures entrepreneuriales de Didier. Là-dessus, on a tenu à ce que ce webinaire retrace surtout l'approche
entrepreneurial plus que le parcours. Donc, c'est pour ça, Didier, que je voulais te poser la question. Toi, en termes de confiance en soi, confiance en toi, pourquoi tu as autant confiance en toi, Didier? Bonjour à tous. Euh, la confiance en moi, elle vient de l'action en fait. Alors je vais peut-être remonter un peu dans ma vie avant la vie d'entrepreneur. Et en tant qu'handicapé, j'ai expérimenté de manière schématique deux modes de fonctionnement, deux modes d'agir. Alors un qui va vous paraître peut-être un peu évident, c'est le fait de me positionner dans ce que mon entourage proche avait envie que je sois. Donc, l'handicapé, le pauvre enfant handicapé à qui il faut faire tout un tas de choses. Alors, c'était pratique pour moi puisque j'avais rien à faire, on pensait pour moi, on faisait pour moi. Et donc, ça avait un côté un peu confortable, quoiqu'un rien déprimant, puisque ça me renvoyait une image de celui qui pouvait pas, etc. Et j'avais, en tant qu'enfant et adolescent, d'autres envies parfois que d'être celui qui finalement allait servir les sauveurs et qui, plus que souvent de vouloir m'aider, pour certains d'entre eux en tout cas, venaient s'acheter un statut social. C'était ceux qui venaient aider ce pauvre Didier. Donc, j'ai, en tant que jeune, souhaité à un moment exister dans mon quartier. J'entendais les enfants dehors et donc j'ai souhaité sortir, rencontrer les gosses de la rue et me confronter au monde extérieur. Et donc, soit je subissais ces enfants-là, avec tout ce que ça a de méchant dans le harcèlement et ainsi de suite, soit je m'imposais pour ben, avoir le droit d'exister. Et c'est le choix que j'ai fait. On pourra rentrer après dans les anecdotes, mais c'est comme ça que j'ai réussi finalement à expérimenter autre chose qui était que plutôt que d'agir dans une forme d'action de soumission, j'ai souhaité et j'ai expérimenté le fait d'agir avec tout ce que j'avais de différent, mais d'être dans une action qui avait pour vocation de mettre en œuvre des activités avec les enfants du quartier et des activités dont je pensais en amont l'accessibilité pour que je n'impose pas aux autres des jeux de personnes handicapées visuelles, puisque je suis aveugle, mais plutôt des jeux dans lesquels j'allais proposer une adaptation. Donc ça faisait de moi, du coup, quelqu'un qui était inventif, créatif, et puis ça plaisait aux autres, et puis peu à peu, je me suis imposé comme ça, et donc j'ai compris que si mon handicap pouvait être dans certains contextes utile à certains, parce que les valorisant, ou parce que, étant inquiet, imaginer qu'il fallait que je sois comme ci, ou qu'il fallait faire comme ça, eh bien, dès lors que je prenais la main et que je m'imposais dans toute ma différence, eh bien, je devenais quelqu'un d'intrigant, quelqu'un parfois d'original, et je suis rapidement devenu le leader du quartier, parce que je n'avais pas d'autre choix si je voulais exister au travers de ce qui me passionnait. Et donc, j'ai goûté à la joie d'agir avec les autres dans un rêve que j'avais initialement, donc le rêve de faire ceci ou de faire cela, et ensuite eh bien, de pouvoir donc développer ce projet. Alors moi, je fonctionne euh, selon trois modes d'action possibles. C'est la visualisation, donc je rêve mon projet, c'est la mise en œuvre avec les autres, et ensuite je me souviens de mon projet. Et donc mes problématiques de handicap ne sont pas euh, prises en compte dans mon rêve initial. C'est-à-dire que je ne me donne pas de limite dans mon rêve,
et ça devient simplement un élément au moment où je me mets dans l'action, dont je dois tenir compte, et dont je dois, apporter, des solutions, avec les gens pour lesquels je m'apprête à le mettre en œuvre. Et donc du coup, mon handicap n'est plus quelque chose qui est un moins, mais il devient pour le moins quelque chose, de quasi inexistant, en tout cas de pas empêchant, voire de quelque chose qui a une valorisation dans, le regard de ceux qui m'accompagnent. Voilà, donc ça, c'est un mode de fonctionnement que j'ai, et qui du coup, eh bien, de réussite en réussite, vient, me conforter sur le fait que peut-être que mon handicap a été à un moment quelque chose derrière lequel je me suis caché pour ne pas faire. Peut-être que mon handicap a été, aussi un moment, qui générait des peurs chez moi, des peurs d'agir, mais finalement, j'ai découvert que par l'action, dans le cadre de ce que je vous ai exposé, eh bien, je venais galvaniser et renforcer la confiance en moi. Alors j'écris un papier qui va sortir, je suis chroniqueur dans les éco-réseaux business, et donc je viens d'écrire un papier sur la peur et combien la peur, d'abord n'évite pas, le fait qu'on se plante, mais surtout, a quelque chose d'assez magique. C'est que dès lors qu'on la regarde, autrement que, la simple alerte et ce qu'elle engendre physiquement, eh bien, la peur peut être un catalyseur et quelque chose de galvanisant. Parce qu'une fois qu'on est arrivé au bout de ce que l'on souhaite mettre en œuvre, eh bien, on est fier de l'avoir fait. On est fier et du coup, l'action dans son résultat a un meilleur goût que s'il n'y avait pas eu cette peur à l'origine. Alors la peur, elle dit quoi? C'est simplement une alerte, hein, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Une alerte qui dit: «Bah, fais attention, tu es handicapé, donc tu risques d'être humilié parce que toi, l'aveugle, dans le cocktail qu'il va y avoir ce soir, tu vas peut-être renverser des choses et ainsi de suite. Donc bah, écoute Didier, n'y va pas». Voilà. Bah non, j'y vais, et puis je vais utiliser, des, épiphénomènes ou peut-être des moments, qui pourraient avoir un caractère humiliant dans un cadre humoristique. Donc, j'ai appris finalement que si la peur était quelque chose qui m'alertait, je devais la considérer dans la puissance qu'elle pouvait m'apporter, notamment dans le résultat en perspective qui, n'est pas aujourd'hui n'a pas vécu, le fait de se dire: «Waouh, je l'ai fait, j'avais la trouille, je suis monté dans le manège, j'ai osé, j'ai osé aller vers ces personnes-là, j'ai osé la relation amoureuse et puis finalement ça a bien marché». Mal m'en aurait pris de ne pas avoir osé, hein, vous voyez? Donc je fonctionne aussi beaucoup comme ça et j'ai compris ça, c'est je raconte ça dans ce petit papier, de cette dimension de la peur et combien elle est galvanisante et combien, la dimension de cette, peur est extrêmement, du coup, porteuse et galvanisante dans la confiance que je peux avoir en moi. Alors j'ai tellement compris ces mécaniques-là qu'aujourd'hui, je me définis comme un riscophile. C'est-à-dire que j'ai besoin qu'il y ait du risque, donc de la peur, pour créer du thrill et faire que mon projet avance. Quand il y a pas de risque, finalement, je me rends compte que ça m'intéresse pas. Quand j'ai pas ce petit côté un peu frissonnant, eh bien, j'y vais plus. Donc il faut que vous goûtiez à ça et le handicap n'est pas, un élément qui doit vous empêcher. J'ai plein de gens autour de moi pour, lesquels, tout va bien et ils ont plus peur que moi, hein, donc et ils ont de bonnes raisons d'avoir peur. Ils ont peur parce qu'ils sont petits, ils ont peur parce qu'ils sont gros, ils ont peur parce qu'ils sont beaux, ils ont peur parce qu'ils sont femmes, ils ont peur parce que leur maman, tu comprends, ou le chat du voisin, tu comprends. Non, il faut y aller, quoi. La peur doit vous galvaniser et c'est la promesse, vraiment la promesse qu'au bout, l'action de toute façon va se faire et elle se fera avec un résultat qui sera d'autant meilleur s'il a été conçu, de mon point de vue, dans cette dimension un peu de crainte. Donc c'est comme ça que, chemin faisant, j'ai compris que, la confiance en moi, elle allait venir par l'expérience
et c'est pas quelque chose qu'on décrète. Quand bien même je pourrais vous dire, mes recettes, et je viens de vous en donner quelques-unes, je ne viens de vous livrer que de l'information. C'est par l'expérimentation et par le fait d'aller confronter vos craintes que vous goûterez, à la joie de réussir, hein, et vous y reviendrez parce que c'est addictif, hein. C'est le problème que je rencontre moi, c'est que c'est addictif. Voilà. Donc voilà comment moi j'ai compris, et le pourquoi. Et je sais pas, j'ai répondu de manière, à ta question de manière, convaincante ou en tout cas, de manière, pas trop, embourbée. Mais voilà, c'est ce que je répondrais sur pourquoi j'ai autant de confiance en moi. C'est pour la première réponse. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Merci Didier. Oui. Mais est-ce que tu avais une autre question, je crois? Je voulais savoir quels sont tes leviers pour affronter des défis. Bah, c'est parce que j'y ai pris goût. C'est-à-dire que, alors moi, je suis un doux rêveur, donc j'aime donner vie à mes rêves. Heu, on me définit comme un serial entrepreneur, certes, mais je suis avant tout un serial rêveur et hem et pour relever mes défis, j'ai, compris que, heu, les choses sont difficiles parce qu'on n'ose pas les faire. C'est pas parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles et dès lors qu'on se met à oser les faire, elles deviennent faciles, en fait. Donc on est souvent le point bloquant, de, la mise en œuvre de ce que l'on souhaite. Donc à partir de là, hem, je j'ai compris aussi que seul je peux avoir l'impression d'aller plus vite, mais ensemble je vais beaucoup plus loin. Donc j'ai compris aussi ça, et donc quand je crée un projet, parce que je suis formaté comme ça, je pense maintenant, je regarde si j'ai une porte de sortie. C'est-à-dire que je n'ai pas vocation à ce que le projet dépende exclusivement de moi. À telle enseigne que, si j'ai le sentiment que le projet ne peut pas vivre sans moi, généralement je ne vais pas me lancer dedans. Aujourd'hui, je suis comme ça, c'est-à-dire que j'ai plus ce désir d'être, la personne incontournable, hein, donc et la personne indispensable, ça m'intéresse pas. Le projet doit vivre au-delà de moi pour me permettre à un moment, bah, d'aller sur d'autres aventures et de mener d'autres projets. Donc j'ai conduit une vingtaine de projets aujourd'hui, parce que justement j'ai su trouver les équipes, le directeur, la directrice qui à un moment, va avoir les clés du camion et va conduire, le camion. J'ai aussi appris, hem, à ne pas prévoir l'avenir. J'ai un objectif, mais je prévois pas forcément de manière stricte le chemin que je vais emprunter. J'aime à dire que je préfère permettre l'avenir que de le prévoir. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je m'autorise les chemins de traverse parce qu'ils sont souvent riches d'enseignements et de rencontres de personnes qui, si j'avais été dans quelque chose d'extrêmement cadré et un rail à suivre, n'auraient pas, heu, pu m'apporter ce qu'ils avaient à m'apporter. Estimant que, bon, bah, je veux faire du massage, qu'est-ce qui vient me parler de son chocolat? Qu'est-ce qui vient de me parler, de je sais pas quoi? Non, je m'autorise, et notamment auprès de mes équipes, d'écouter ce qu'ils ont à dire, hein, donc j'ai perdu cette idée, d'être, celui qui sait. Je suis celui qui sait coordonner, celui qui sait, mettre à disposition un réseau, celui qui sait partager, et trouver des ressources, mais je ne sais pas celui qui sait comment faut faire forcément, hein. J'ai des idées, mais j'aime à les partager et ce que je dis à mes managers, c'est que, il faut aussi être humble devant l'idée que l'on a et accepter que cette idée, on la fasse naître dans la tête des collaborateurs, des gens avec lesquels vous travaillez
et de ne pas hésiter à leur dire que l'idée qu'ils viennent d'avoir, parce que finalement ils viennent de l'avoir, quand bien même par le jeu de la rhétorique, vous allez essayer de venir infuser un concept ou cette idée-là, hein. Il y a un moment, elle naît dans la tête de l'autre, et de faire en sorte que ce soit l'idée de l'autre, et de ne pas avoir la vanité de dire ah bah oui, de toute façon, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis un quart d'heure. Non, parce qu'alors, si l'idée naît dans la tête de l'autre, eh bien, il va s'en saisir comme étant la sienne, il va vouloir la partager, et vous allez avoir quelqu'un qui va adhérer à votre projet. Donc c'est comme ça que j'arrive, moi, à conduire des projets. Alors vous allez me dire: «Mais enfin, t'es un gros manipulateur», mais j'ai envie de dire, dès lors qu'on se met à discuter avec quelqu'un, il y a un jeu de manipulation, et la manipulation n'est pas forcément malsaine, dans l'échange que l'on a à adresser à l'autre, et dans la manière que l'autre a à s'adresser à nous pour, faire en sorte qu'on évolue, hein, on évolue l'un avec l'autre. Donc voilà un peu comment moi je fonctionne pour, créer tous ces projets et faire en sorte, qu'ils existent. Donc je suis plus un agitateur d'idées et un accompagnateur de projets que d'être celui qui veut absolument que son idée initiale aille, dans ce qu'il a estimé qu'il fallait qu'elle aille, hein. Donc voilà comment un peu je fonctionne, et comment j'arrive à créer, voilà, comme tu l'as dit, plusieurs projets, et comment j'aime entreprendre, et finalement ça devient quelque chose de passionnant, hein, toutes ces histoires-là. Ce sont finalement des histoires humaines, que, l'on écrit finalement quand on est entrepreneur, et puis, il faut, comprendre que, l'humanité existe depuis très longtemps, que des milliards d'êtres humains, sont passés sur terre, donc, finalement, sommes-nous certains d'être le premier et le seul à avoir l'idée que l'on a? L'expérience me montre que non, et donc il faut accepter aussi que l'idée, elle appartient surtout à celui qui va la développer, et donc hem, il ne faut pas hésiter à parler de son idée. Moi, j'ai beaucoup au début eu peur de parler de mes idées, de peur qu'on me la vole. Alors d'abord, est-ce que l'autre est légitime pour la voler? Ça, c'est un point d'interrogation. Et est-ce qu'il est en capacité de la développer? Et ce qui est sûr, c'est que si on reste seul avec son idée, il y a peu de chances, que l'on puisse l'emmener jusqu'au bout. Moi, les plus grandes réussites, ce sont celles que j'ai partagées. Voilà. Et donc, j'ai compris que dans mes affaires, il fallait aussi que j'accepte l'actionnariat. Et je préfère aujourd'hui avoir quelques pourcents de quelque chose que finalement 100 de rien. Donc ça, c'est un chemin aussi que l'on doit faire, et au contact des autres, parce que vous allez susciter l'envie d'avoir, des gens qui vont vous rejoindre, donc l'actionnariat, eh bien, ça va venir bétonner votre confiance en vous aussi, puisque du coup, des gens vont vouloir vous rejoindre parce qu'ils estiment que votre idée est géniale, parce qu'ils sentent que vous êtes la personne en capacité de la porter avec eux, et voilà, ça vient renforcer aussi la confiance en soi. Super. Voilà, la confiance en soi, ce travail s'acquiert par l'expérience, par les échanges, par les réussites. C'est ce que j'entends moi de ton discours, Didier. Je voulais laisser la parole à Anthony qui a levé la main. Anthony, est-ce que tu veux poser ta question à Didier? Oui, bah après, bon, bah, j'ai pas une question, j'en ai 30, donc ça va être compliqué, mais bon. Alors, j'ai compris que Didier, son leitmotiv, c'est clairement de prendre des risques, et pour améliorer aussi sa confiance. La première question que j'ai à lui poser, c'est est-ce qu'il y a un risque concret que tu peux nous expliquer, que tu as pris dans ta vie? Et comment tu fais pour la gestion du stress? Parce que quand tu prends un risque, il y a forcément du stress. Tu parlais de la peur. La peur, c'est lié aussi au stress, je pense. On est tous des êtres humains, on n'a pas de carapace. Donc, j'étais intrigué pour savoir comment tu gères le stress dans ces moments-là. Et puis, ce serait sympa aussi de savoir si tu investis dans des startups, si tu continues à investir dans des startups, par exemple,
qui sont en phase de démarrage ou en pleine croissance. Voilà, parce que j'ai aussi un projet de start-up avec un ami, sur le marché suisse, qui normalement, va démarrer à la fin de l'année. Donc, c'est de la livraison express sur chantier, en fait, pour les ouvriers qui, ont pas l'outillage, et qui ont besoin d'aller chez le fournisseur et qui perdent du temps. Bah, nous, on propose un service de livraison en 1 heure sur le chantier pour réduire les risques d'arrêt maladie, et puis aussi de finir les chantiers à temps. Je m'arrête là Alors, parce des que risques, j'en ai, on va dire, j'en prends quasiment tous les jours. Alors, peut-être deux risques. J'ai décidé à un moment d'ouvrir des spas. Et dans l'univers du spa, il y a, à l'époque, quand j'ai commencé, il fallait passer le CAP d'esthétique ou être kiné, mais les kinés vont pas bosser dans le bien-être, ou être médecin, mais ils bossent dans le bien-être. Donc la seule voie, c'était le CAP d'esthétique. Et donc j'ai décidé de trouver moyen de rendre le CAP d'esthétique accessible aux personnes handicapées visuelles, donc personnes aveugles. Et donc j'ai trouvé une école pour le faire, et on arrive au mois de février, et j'ai besoin euh, que la rectrice d'académie valide le fait que des aveugles puissent passer dans des conditions que j'avais imaginées pour qu'elles puissent le faire. Et donc, je convoque la rectrice d'académie dans le centre de formation, et elle arrive, elle me dit: «Monsieur Roche, faut que je vous parle». Je dis: «Mais moi, j'ai pas envie de vous parler, madame la rectrice. Et ce qu'on va faire, c'est que je vous ai demandé une rendez-vous longue de 3 heures. Là, vous allez monter en cabine et vous allez suivre un soin visage et un soin des mains par une praticienne non-voyante. Non, il faut que je vous parle». Je dis: «Mais moi, j'ai pas envie de vous parler». Voilà, et je suis parti. Donc, du coup, ben, elle a été menée dans la cabine de soins, et une jeune femme aveugle lui a fait un soin visage et un soin des mains, et la rectrice est redescendue, et elle rentre dans le bureau. Elle rejoint le bureau parce que je savais qu'elle allait sortir au bout de 2 heures, et elle est tout sourire. Elle me dit: «Ah, monsieur Roche, quel moment formidable», et ainsi de suite. «Écoutez, on peut commencer la réunion, on discute». OK, donc là, c'est plus le même ton, vous voyez? C'est plus le même ton, hein. Et elle me dit: «Mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir au mois de juillet quand vous avez commencé votre projet?» Je dis: «Madame, si j'étais venu au mois de juillet, vous m'auriez dit quoi?» Elle m'a dit: «Monsieur Roche, c'est pas possible les aveugles dans l'esthétique, vous comprenez, il y a de l'épilation, il y a du maquillage et ainsi de suite». Et elle me dit: «Oui, effectivement, je comprends». Et je lui dis: «Voilà madame, vous avez vécu un soin, moi j'ai besoin d'adaptation particulière pour l'examen. Donc soit vous êtes celle qui aura empêché que ça se fasse, soit vous êtes celle, parce que vous venez de le voir, qui aura permis que ça se fasse. Moi derrière, je vais faire du média. Le média, si vous permettez que ça se fasse, modulo les quelques adaptations dont on a besoin, je vous les donne. Vous serez celle qui l'aura permis. Qu'est-ce qu'on fait?» Donc là, j'ai pris 2 risques. J'ai pris le risque de lancer ma formation au mois de juillet en allant convaincre des organismes financeurs de mettre l'argent sur la table pour que ce CAP puisse se dérouler, sachant que je n'avais pas la validation du rectorat. Et j'ai pris le second risque, c'est de dire à cette dame: «Je ne fais pas la réunion, vous allez en cabine, je ne veux pas vous parler maintenant». Elle aurait très bien pu dire: «OK, je me casse». Donc j'ai pris 2 risques. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il en est sorti le CAP d'esthétique, il en est sorti le fait d'amorcer la pompe à emploi dans l'univers du bien-être pour les personnes aveugles, et il en est sorti le spa dans le noir. Un autre risque en termes business pur. J'ai subi cette année, à cause de la crise, sur le spa, sur les spas, hein, parce que gardons ce même projet-là, mais on peut en prendre d'autres. J'ai subi 2 éléments, où j'ai eu en début d'année, 5 salariés qui ont été en arrêt maladie, et de longue durée, ce qui m'a obligé de prendre des prestataires externes qui m'ont coûté horriblement cher et qui ont tué ma trésorerie et ma rentabilité. Et au mois de mai, je me suis mis, à constater que mon chiffre d'affaires baissait de 14 en mai, et on était jusqu'à moins 25 sur la période mai-septembre. Et donc j'ai dit: «Voilà Didier, tu as perdu la rentabilité, tu as perdu du chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu peux faire?» Eh bien, j'ai décidé d'embaucher quelqu'un,
et d'investir dans le développement de produits dérivés et notamment d'une marque de produits cosmétiques. Ce qui va à l'envers d'une logique où vous perdez en rentabilité, en chiffre d'affaires. Donc là, je prends le risque de dire quoi? Eh bien, je vais créer des produits dérivés, une gamme de produits cosmétiques qui vont, dans un délai relativement court, me permettre de venir compenser, d'une part, la perte de chiffre d'affaires et d'autre part, ma rentabilité. Là, je prends un risque. Voilà un deuxième risque. Donc, un risque passé et le risque aujourd'hui de pouvoir gérer ça. Alors maintenant, tu parlais du stress. Le stress, il est bon. Il est bon lorsqu'il ne vient pas percuter ta psychologie, ta psyché ou ton physique. Donc, il faut avoir des warnings pour ne pas tomber dans une forme de burn-out. Donc, il faut prendre de la distance par rapport à ce que tu vis. Et la distance, je l'ai découverte il y a quelques années de cela, où face à une problématique juridique lourde qui se présentait à moi, un ami avocat avec qui j'avais confié le dossier m'a dit, écoute, voilà, il y aura ceinture et bretelles les avocats. Donc en gros, au bout de la conversation, je dis, mais je fais quoi? Parce que là, tu me dis plein de trucs, mais du coup, je sais pas quoi faire. Il me dit, écoute, Didier, j'en vais ma robe d'avocat et je vais te parler en tant qu'ami. Je vais te poser une question, Didier. Est-ce que c'est mortel? Est-ce que c'est létal? C'était sa question. Je dis, bah non, si ça se plante, de toute façon, je vais pas mourir. Je vais apprendre de ce plantage et puis je vais repartir et puis faire d'autres choses. Il me dit, bah alors fais-le. Vous voyez, la question que je me pose maintenant pour limiter mon stress, c'est est-ce que c'est mortel? Le projet dans lequel tu t'apprêtes d'aller, Didier, ou le risque que je prends aujourd'hui sur le spa, qu'est-ce qui va induire au bout? Bah, que je vais planter le spa? Bon, c'est une hypothèse. N'as-tu pas, par le passé, planté des boîtes ou des projets? Si. Est-ce que tu en es mort, Didier? Non. Est-ce que ça t'a empêché de faire d'autres trucs? Non. Bah alors vas-y. Et donc je vais face au stress, avoir cette prise de recul et me dire que de toute façon, si ça se plante, je vais apprendre. Et donc que ce soit la réussite comme l'échec, pour moi, ce ne sont que des expériences de vie. L'histoire m'a montré qu'à chaque fois que j'ai eu quelque chose de dur dans ma vie, que ce soit dans le business ou dans les affaires, j'ai toujours trouvé le moyen d'aller vers mieux. Alors, par moments, les coups arrivent, ils sont durs, mais je sais que je vais rebondir de ça, je vais me redresser de ça. J'ai eu un moment très, très dur dans ma vie et un type m'a dit: «Mais Didier, en fait, n'oublie jamais que l'être humain a en lui le pouvoir de résurrection. Il t'appartient de l'activer ou de ne pas l'activer. Soit tu restes à te morfondre, soit tu acceptes le coup qui t'arrive et tu en fais une force finalement. Tu, parviens à l'utiliser pour grandir et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je ne vis plus le stress comme avant, mais je le vis comme, ce que je viens de vous expliquer et alors ensuite je fais attention à mon sommeil. Parce que le manque de sommeil est quelque chose qui, dans ma vie, m'a plongé dans des moments durs psychologiquement où parce que j'étais fatigué, je perdais mes forces et perdant mes forces, j'avais, une forme d'aigreur qui s'installait en moi et qui induisait du coup un relationnel à autrui qui devenait un relationnel qui, allait s'inscrire dans de la communication que je qualifierais de violente. Voilà et enfin, je pourrais vous parler des heures, hein, mais je j'ai compris aussi 2 autres choses, hem, qui sont très importantes pour moi et
ça va être une anecdote. Je fais des conférences dans des écoles et il y a un moment, il y a un jeune qui prend la parole, qui me dit: Monsieur, c'est extraordinaire, enfin un chef d'entreprise qui n'a pas d'intérêt, humaniste, qui n'est pas égoïste, etc. Bon. Et je lui dis: écoute, je suis là pour t'enseigner ma façon de voir la vie. Alors, soit je te laisse parler et je laisse le mythe s'entretenir, soit je te donne la vérité. Et je lui dis: tu vois, moi j'ai compris que mon ego, pour en jouir, il fallait que je le mette au service des autres. Et le mettre au service des autres, ça veut dire ne rien attendre en retour. Pourquoi ne rien attendre en retour? Parce que quand on attend, si on n'a pas ce que l'on veut, et généralement on n'a pas ce que l'on veut, eh bien on rentre dans de la frustration. Et ça vient percuter votre relation avec vos collègues, éventuellement avec vos proches. Et ça, j'ai compris qu'il fallait ne rien attendre en retour, ou en tout cas, la seule chose à attendre en retour, c'est ne pas attendre en retour. C'est soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Mais s'il n'y a rien, c'est pas grave. Parce que du coup, ça m'évite les aigreurs, ça m'évite les douleurs physiques que m'engendre la frustration et la colère. Donc c'est pas que je suis pas quelqu'un d'intéressé, mais j'ai compris que mon intérêt, il fallait que je le positionne ailleurs, dans l'instant présent que je partage avec les gens. Permettre au quotidien, permettre dans la seconde qui passe que la seconde qui suit puisse exister. Et la frustration, la colère, engendrée par le fait que par le passé j'attendais, me mettait dans des situations qui venaient me rendre beaucoup plus stressé. Donc je fais sans attendre, parce que j'ai confiance dans la vie, parce que je pense que les choses bien faites finissent toujours par aboutir. Et puis si elles n'aboutissent pas, bah, c'est pas bien grave, j'aurais appris. Donc voilà comment je parviens à évacuer le stress. Et la deuxième chose que j'ai comprise, donc elle va être double, c'est que être le plus riche du cimetière, ça sert à rien. J'ai pas fait vœu de pauvreté. L'argent est un moyen, mais il n'est plus un but. Donc je n'ai plus d'émotion face à l'argent. Je gagne 10 000, j'en suis content. Je perds 10 000, c'est pas grave, tant que je peux vivre. Et donc l'autre chose, c'est que la postérité, c'est pareil, je la verrai pas. Donc longtemps, j'ai chassé les médias et j'avais envie d'être dans les médias. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était un moyen qu'il fallait que j'utilise, mais qu'en aucun cas, ça devait être une finalité. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, alors un peu longuement, Mhm. mais voilà un peu comment je gère le tout. Merci infiniment, Didier. Bon, il est déjà 11h36, mais je vais quand même laisser la parole à Lila qui a levé la main et ensuite on va devoir conclure. Lila, si tu veux rapidement nous faire ton commentaire. Merci beaucoup, Clémentine, de me donner ce petit moment. Et je voulais demander à Monsieur Roche, justement, qui nous parlait de situations où vous êtes passé de personnes harcelées au leader du quartier. Et je voulais transposer ça dans le milieu de l'entreprise, on va dire, classique. Pour vous, ce serait quoi un bon leader aujourd'hui? En 2 minutes, Didier? Ouais, alors, les gens aiment suivre les winners, donc positionnez-vous en winner. Maintenant, un bon leader, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui ne pratique pas de communication violente, donc il n'est pas dans le tu as tort, tu as raison. Il est, euh, il est dans le regard toujours positif de ce qui se fait pour moi. Euh, 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 Machiavel, dans un bouquin euh, qui s'appelle Le Prince, conseillait les rois et princes de l'époque, il disait en substance qu'il était plus facile, qu'il était plus sûr de se faire craindre que de se faire aimer. Donc il faut remettre ça dans son contexte. Et je pense qu'aujourd'hui, trop de gens cherchent à dominer, cherchent à gouverner par la peur, par la crainte et par le fait d'être le chef. Ben moi, je m'efface derrière ça. C'est-à-dire que c'est pas ma façon de voir les choses. Moi, je suis dans le partage, je suis dans le don, je suis dans ce que j'appelle l'amour. Alors, pas l'amour qui va unir les gens pour assurer la descendance et le fait de perpétuer l'espèce, mais dans le fait d'être vraiment
le don, le don de l'autre, enfin le don de soi à l'autre sans rien attendre en retour, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, je crée une dynamique et je j'essaye de sortir la vanité dans ma relation aux équipes. Et puis, je fais rêver, c'est-à-dire que je n'hésite pas à donner de ma personne, à donner de la passion que j'ai, action, émotion, sentiment. Souvenez-vous de ça. Action, émotion, sentiment. Trois façons d'être dans l'action. Je rêve. Ou quand je me mets à rêver, eh bien, j'imagine des choses. Je frissonne. Je vais dans l'émotion positive. Jamais je ne rêve négativement. Je me mets dans l'action. Ça se passe jamais comme j'ai rêvé, mais je me mets dans l'action et je cherche à sortir de mon projet de l'émotion positive. Et après, je me souviens. Et je me souviens des belles choses. Je fais un TEDx qui va sortir bientôt où j'explique ce triptyque de fonctionnement. Et c'est comme ça, dans l'action, que les gens vont me suivre et vont me reconnaître en tant que leader. Donc je les respecte, je partage. Tout ne peut pas être fait à l'aune de l'émotion, hein, parce qu'il faut aussi de la rationalité. Mais en tout cas, je veux emmener les gens dans ces moments magiques. Et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir communiquer, paraît-il, en tout cas c'est ce qu'on me dit, mon enthousiasme, et puis c'est pas grave si on se plante, c'est pas... Moi, j'ai mes managers, ils m'appellent, ils disent, je me suis trompé, j'ai fait une erreur. Il y a plein de patrons qui disent, mais enfin, comment t'as fait? Je sais parce que moi, dès que j'ai quelqu'un, je lui explique que l'erreur, il faut me la remonter tout de suite pour qu'on la répare ensemble. Qu'est-ce que je vais aller l'engueuler? Il viendra plus me voir, il va se cacher. Les gens n'ont pas peur de partager avec moi, vous voyez, donc c'est cette ambiance un peu de confiance que moi je mets en œuvre. Alors, comment fait-on pour être un bon leader? Tu sous-entends que je suis un bon leader, ça, moi je laisserai les gens porter ce jugement. Mais en tout cas, je préfère d'avoir l'accompagnement d'un ami que la soumission d'un vaincu. Et non, je ne crois pas comme au conseil de Machiavel. Je pense que il vaut mieux bâtir dans l'amour que de construire dans la crainte. Voilà. Et tout est tourné dans ce sens-là, chez moi. Et donc, je suis capable de m'excuser. De dire, bah ouais, je me suis planté. Les gens aiment beaucoup, hein, donc, j'ai pas de fierté. J'ai beaucoup de fierté, mais elle n'est pas à ce niveau-là. J'ai compris qu'elle était inutile et destructrice à ce niveau-là. Donc, voilà comment, pour moi, on parvient à construire un bon leadership. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Lila. Merci beaucoup, parfait. Merci Je pourrais vous infiniment. parler des heures, hein, je suis un être passionné. Oui, et généreux. Vous comprendrez qu'il est déjà 11h40. Des pouces en l'air, des commentaires. Merci Didier, merci beaucoup pour ton magnifique témoignage. Les seules limites sont celles qu'on s'impose. Merci Didier. On va devoir conclure. Donc, encore un grand merci à toi d'avoir pris le temps même de rogner sur le temps que je t'avais proposé pour ce témoignage inspirant. Ce webinaire, vous pourrez le réécouter parce que il est enregistré. Donc, si vous voulez le réécouter, ça sera possible. Voilà, on vous souhaite une très belle fin de matinée. Lila, un dernier commentaire? Oui? Non, un petit coucou, d'accord. Eh bien, merci à tous. En vous souhaitant une très Merci. bonne fin de journée, de matinée. Au revoir. Au revoir.